Ifeoma Nwachukwu sortit du Kikinepep, délabré et cabossé, qu'il avait transporté des bidonvilles animés d'Adjugunal jusqu'aux portes gardées de Banana Island. Serrant son petit sac de voyage ghanéen dans une enveloppe marron pliée avec sa lettre d'embauche, elle contempla l'imposante demeure blanche comme un palais d'un autre monde. Tout brillait ici, les marches de marbre poli, les vitres reflétant les nuages et le silence immaculé qui flottait dans l'air tel un voile sacré. On était loin du chaos bruyant et enfumé du stand à Cura de sa mère, au bord de la route. Alors que le portail se refermait derrière elle, elle ajusta son chemisier délavé sous son pull fin, consciente que même les vêtements qu'elle portait la trahissaient comme une personne à part entière. L'agence lui avait dit qu'elle avait de la chance, un poste de grand patron, vous entendez? Pas une maison de milliardaire. Comporte-toi bien. Elle avait donc répété ses salutations, calmé ses nerfs et s'était promis d'endurer tout avec grâce. À l'intérieur, le froid ne venait pas seulement de la climatisation. Les murs étaient gris. Les plafonds hauts, silencieux et professionnels. Ife fut conduite à travers des couloirs qu'elle avait du mal à suivre, passant devant des tableaux qu'elle ne reconnaissait pas et des luminaires qui ressemblaient à des soucoupes volantes. Elle rencontra Madame Tante Lisa, l'ancienne femme de chambre en chef, qui ne perdit pas de temps à lui expliquer les règles avec une certaine incapacité à cliquer. En nettoy. On cuisine seulement si on le demande. On ne mange que dans les quartiers des domestiques. Et surtout, elle se pencha vers moi avec un regard d'avertissement. On ne s'approche pas de Maître Junior. C'est le fils unique de l'ogre. Le garçon ne parle pas, n'aime pas le bruit. Il ne va pas bien. Tu m'entends? Il ne faut pas le toucher, le nourrir ou le regarder trop longtemps. Reste à distance. Ife hocha docilement la tête, réprimant un froncement de sourcils curieux. Chaque fois qu'on mentionnait le garçon, le visage du personnel était raide, comme si sa seule présence dans la maison la hantait. On la conduisit à sa chambre, un étroit appartement de domestique niché derrière la cuisine, et on la laissa s'installer. Cette nuit-là, allongée sur le petit matelas en mousse, Ife fixa le plafond et se dit que c'était un tremplin. Elle était là pour l'argent, pour ses jeunes frères et sœurs, pour sa mère qui avait sacrifié sa santé pour pouvoir se nourrir. Et pourtant, en fermant les yeux, ce n'était pas à la grandeur du manoir qu'elle pensait. C'était à la tristesse qu'elle entrevoyait derrière une vitre et à l'ombre du garçon contre lequel ils l'avaient tous mis en garde. Dès sa deuxième semaine, Ife avait mémorisé le rythme de la maison. Le cliquetis des assiettes dans la cuisine du personnel dès 6 heures du matin, le vol silencieux de la gouvernante de Chuka-Obayama tel un fantôme sur le sol, le programme strict de nettoyage, de cirage et de disparition avant l'arrivée de toute personne importante. Mais c'était le couloir supérieur qui l'intriguait le plus, celui où personne ne s'attardait. Au fond se dressait une épaisse porte blanche, légèrement entr'ouverte à des heures indues, avec une petite plaque indiquant simplement « Junior ». Le personnel ne parlait du garçon qu'à voix basse et avec un regard prudent. Certains disaient qu'il n'avait pas parlé depuis la mort de sa mère, 2 ans plus tôt. D'autres pensaient qu'il était mentalement instable. « Esprit, ce corps de garçon », murmura un jour la cuisinière en se signant. Mais Ife ne croyait pas aux esprits, elle croyait aux humains. Et elle avait grandi en prenant soin de son jeune frère, Kalechi, qui ne tenait pas en place plus de 2 minutes et tressaillait dès qu'on essayait de le prendre dans ses bras. À l'époque, on appelait ça un trouble du comportement, mais Ife l'avait simplement aimé passionnément jusqu'à ce qu'il lui fasse confiance. Un après-midi, alors qu'elle balayait le couloir, elle entendit un léger bourdonnement qui montait et descendait avec une étrange répétition. Cela venait de derrière la porte. Elle s'arrêta, son balai en l'air, l'oreille tendue. Ce n'était pas une chanson avec des paroles, juste un son doux, presque comme un animal blessé cherchant à se calmer. Cela lui serra le cœur. Elle s'approcha sur la pointe des pieds, pressant légèrement son oreille contre la porte, jusqu'à ce qu'un bruit de pas soudain la fasse reculer. C'était Obina, l'assistante personnelle, qui la regardait fixement. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il. Ife baissa les yeux et répondit doucement, en balayant du regard, « Monsieur. » Il ricana. Vous fouillez toujours là où il ne faut pas. Faites votre travail et ne vous approchez plus de cette porte. Alors qu'il s'éloignait, elle jeta un coup d'œil à la porte et sentit une étrange détermination s'emparer d'elle. Ce bruit, ce n'était pas de la folie. C'était un appel. Plus tard dans la soirée, elle s'attarda de nouveau dans le couloir, cette fois assise par terre, loin de la porte,
mais suffisamment près pour écouter. Le fredonnement réapparut, faible et incertain, comme quelqu'un se souvenant d'une mélodie qu'on ne lui avait jamais apprise. Ifeu se mit lentement à fredonner, doucement, sans son, laissant sa voix dériver comme une plume vers l'âme inconnue derrière le mur. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se sentait pas dépaysée dans le manoir. Elle se sentait nécessaire. La rencontre s'était produite par hasard. Ifeu revenait du jardin, où elle avait cueilli des feuilles fraîches parfumées pour la cuisinière, et se dépêchait dans le couloir lorsque la porte blanche s'ouvrit en rampant. Elle s'arrêta net, dépassant un garçon, pieds nus, les cheveux coupés courts, vêtu d'une chemise en coton bleu et d'un short assorti. Il semblait avoir 7 ans, mais son regard exprimait quelque chose de bien plus âgé, de méfiant et de distant. Sa peau était aussi sombre que l'obsidienne, et son expression était indéchiffrable. Il ne broncha pas et ne dit rien, se contentant de rester silencieux, le regard fixé sur elle comme si elle avait bouleversé son monde. Le cœur d'Ifeu se figea. On lui avait prévenu de cela, on lui avait dit de ne pas s'engager. Mais elle se souvenait aussi du silence de Kalechi à l'approche d'inconnus, de sa façon de se recroqueviller sur lui-même dès que quelqu'un élevait la voix. Alors, au lieu de s'éloigner, elle sourit doucement et baissa les yeux. « Bonjour », dit-elle doucement. Le garçon cligna des yeux, mais ne bougea pas. Ifeu hésita, puis, instinctivement, elle fredonna. C'était une vieille chanson folklorique que sa mère chantait quand elle avait peur, une berceuse plus vieille que tout. La posture du garçon changea légèrement. Ses doigts frémirent le long de son corps et, l'espace d'une seconde, une lueur de curiosité traversa son regard. Il fit lentement un pas en avant. Ifeu ne bougeait pas, ne parlait pas, n'osait pas respirer trop fort. Elle continuait de fredonner, un peu plus fort maintenant, laissant les notes guider l'espace entre eux. Le garçon s'approcha, puis encore plus près, jusqu'à être à 30 centimètres d'elle. Il ne la toucha pas, se contenta de rester là, oscillant légèrement. Puis, comme s'il obéissait à un rythme que lui seul pouvait entendre, il décrivit un lent arc de cercle avec sa main droite, puis avec la gauche, imitant des mouvements de danse qu'elle reconnaissait grâce aux exercices thérapeutiques de Kalechi. Un hoquet s'échappa de ses lèvres. « Tu aimes la musique » murmura-t-elle. Son regard se fixa sur le sien et il hocha la tête, un petit hochement de tête délibéré. C'était la première réponse qu'elle voyait. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle sourit. « Je m'appelle Ifeu » murmura-t-elle, « et je crois que nous allons devenir amis. » L'instant fut brisé lorsque la voix d'Obina résonna au fond du couloir, et le garçon se retira rapidement dans sa chambre. La porte claqua, mais la connexion avait été établie. Ifeu s'appuya contre le mur, le cœur battant d'émerveillement. Pour la première fois dans la maison, elle avait vu une étincelle dans les yeux de quelqu'un. Et pour la première fois, Junior avait trouvé quelqu'un qui ne craignait pas son silence, mais qui prenait plaisir. Le soleil projetait des motifs dorés sur le sol de marbre tandis qu'Ifeu, agenouillé au-dessus d'une pile de linge dans le couloir, triait avec une attention particulière les cafetans amidonnés de M. Obayama et les minuscules polos de Junior. Mais son attention n'était pas portée sur les vêtements. C'était le faible bruit provenant d'une porte entr'ouverte au fond du couloir, celle-là même qu'elle connaissait comme étant la chambre de Junior. Un rythme doux, presque imperceptible, résonnait en arrière-plan. Ce n'était pas de la musique à proprement parler, mais plutôt un mélange de claquements de mains répétitifs et de pas légers, entrecoupés de quelques bruits sourds, comme si quelqu'un se balançait sur du parquet. Elle se leva lentement, le cœur battant, et marcha vers le bruit, ses pieds silencieux sur le carrelage froid. Regardant par la petite fente de la porte, elle aperçut Junior, seul au milieu de la pièce. Les rideaux étaient en partie tirés, laissant des rayons de soleil éclairer son corps tandis qu'il se déplaçait d'un côté à l'autre, les bras se balançant doucement comme en transe. Il dansait, non pas de manière conventionnelle, mais dans un mouvement répétitif et apaisant qui témoignait plus de sécurité que de style. Ifeu en eut le souffle coupé. Le garçon n'était pas brisé. Il communiquait dans une langue que le monde refusait d'apprendre. Attiré par une force invisible, Ifeu entr'ouvrit légèrement la porte et entra sans un bruit. Elle ne voulait pas l'effrayer ni lui donner l'impression d'être observée. Alors elle se mit à osciller elle aussi, un mouvement subtil, imitant son rythme, sans jamais s'approcher, seulement le refléter. Junior marqua une pause d'une fraction de seconde, puis reprit, comme s'il acceptait sa présence dans son orbite. La pièce, remplie de meubles adaptés aux enfants et de coins rembourrés,
ressemblait moins à une prison qu'elle ne l'avait imaginée, mais plutôt à un havre de paix, structuré et calme, comme son esprit en avait probablement besoin. Elle aperçut une petite enceinte Bluetooth sur l'étagère, dont la lumière bleue clignotait et diffusait une douce musique classique. Le lien entre la musique et son calme était évident. Ife se mit à fredonner l'air folklorique qu'elle lui avait présenté plus tôt, le superposant cette fois doucement à l'instrumental. Les mouvements de Junior ralentirent, comme s'il absorbait le chant dans ses os. Au bout de quelques minutes, il fit quelque chose qui la fit Jeannette. Il tendit la main à moitié, les doigts légèrement crispés, et la regarda droit dans les yeux. Sans la dépasser. Pas à travers elle. À elle. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les chassa rapidement et sourit, hochant doucement la tête pour lui faire comprendre qu'elle comprenait. À cet instant, un lien naquit, non pas parlé, ni écrit, mais puissant et sacré. Un lien qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. C'est un jeudi après-midi pluvieux que cela se produisit, le jour où leur lien fragile allait entrer en collision avec un monde pas encore prêt à le comprendre. Le silence s'était installé dans la maison, tandis que le tonnerre grondait doucement au loin. La plupart du personnel avait regagné ses quartiers après le déjeuner, et Ife, débarrassée de ses corvées, se dirigea vers la chambre de Junior. Elle emporta avec elle une petite enceinte Bluetooth empruntée à la cuisine et la connecta à son téléphone, créant une playlist de mélodies afrobeat douces et enfantines. Junior était assis en tailleur sur son tapis, empilant silencieusement des blocs de bois avec une concentration quasi mécanique. « C'est l'heure de la danse », murmura-t-elle en s'agenouillant à sa hauteur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, un sourire étirant les coins, puis il se leva, se dirigea vers le centre de la pièce et entama son swing rythmique désormais familier. Ife le rejoignit, cette fois en joignant ses bras à des mouvements circulaires fluides, se déplaçant comme de l'eau. Lentaiment. Junior Elimita. Ils se déplaçaient ensemble, sans rien dire, mais parfaitement synchronisés. Elle tournoyait joyeusement, et il la suivit en gloussant, un son si inattendu qu'elle se figea, stupéfaite par sa légèreté. Son cœur se gonfla de joie, mais leur instant de magie fut brisé lorsqu'une lourde porte d'entrée claqua. Shuka était rentré tôt d'une réunion d'investisseurs annulée, agité par la pluie et une vitre côté conducteur défectueuse. Alors qu'il marchait vers le couloir menant à la chambre de Junior, il s'arrêta. Musique. Ryers. Le rire de son fils. Un mélange de confusion et de colère envahit son visage. Il se précipita, poussa la porte et découvrit Ife dansant pieds nus avec son fils au milieu de la pièce, son pagne tournoyant. Junior souriait, les bras levés de joie. Que diable se passe-t-il? La voix de Shuka trancha leur joie comme un coup de fouet, les figeant tous deux instantanément. Junior tressaillit et courut derrière Ife, agrippant fermement sa jambe, paniqué. Ife, le souffle coupé, leva les yeux écarquillés. « Monsieur, je vois », commença Shuka, mais il n'écoutait pas. « On vous a dit de ne jamais vous approcher de lui », rugit-il en entrant dans la pièce. Junior laissa échapper un gémissement de détresse, resserrant son étreinte sur Ife, les yeux fermés. Pour la première fois, Shuka remarqua que le garçon ne reculait pas. Il cherchait son réconfort. Son expression de colère se teinta d'une autre lueur, la confusion, l'incrédulité. « Il te tenait dans ses bras », demanda-t-il d'une voix plus douce, comme si cette prise de conscience avait défait un fil de son cœur. Ife hocha la tête, tremblant. « Il danse. Monsieur, il comprend la musique. Et il me fait confiance. » Shuka la fixa, puis son fils. La tempête extérieure devint soudain plus calme que celle qui l'envahissait. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. Le silence qui suivit fut pesant. Shuka la congédia sans crier davantage, mais la blessure à sa poitrine demeurait. Ce soir-là, elle resta assise seule dans les quartiers du personnel, les yeux fixés sur la fissure du plafond, son cœur résonnant encore du rire de Junior et de la peur dans ses yeux lorsque son père cria. Elle ne s'attendait pas à des excuses. Des hommes comme Shuka Obayama ne s'excusaient pas auprès de personnes comme elle. Le personnel chuchotait à propos de la confrontation. Certains étaient en colère, d'autres jaloux. Quelques-uns admiraient secrètement son courage, mais Ife restait silencieuse, soignant sa douleur en silence. Le lendemain matin, elle reprit ses occupations comme si de rien n'était, même si ses pas manquaient de leur énergie habituelle.
C'était en milieu de matinée lorsqu'Obina la fit entrer dans le bureau. Elle entra avec hésitation, incertaine d'être renvoyée. Mais ce n'était pas Obina qui était assise derrière le bureau en acajou. C'était Shuka lui-même, vêtu d'une chemise bleu pâle, manches retroussées, l'air bien plus humain que jamais. Il n'a pas aboyé d'ordre. Il a simplement dit « Asseyez-vous ». Elle a obéi, les mains jointes sur ses genoux, attendant. « Je te dois des excuses », dit finalement Shuka, évitant d'abord son regard. J'ai réagi sans comprendre ce que je voyais. Je n'ai pas vu mon fils sourire depuis la mort de Clara. Je ne l'ai pas entendu rire, sa voix s'est légèrement brisée. Il marqua une pause, puis expira profondément. Je ne suis pas doué avec les émotions, mademoiselle Ifeoma. Surtout pas en ce qui le concerne. Ife cligna des yeux, figé dans un état second. Il continua. Quand Clara est décédée, Junior a cessé de parler. Il a cessé de répondre. J'ai fait appel à des thérapeutes, des spécialistes, tout ce que vous pouvez imaginer. Aucun d'eux ne parvenait à le joindre. Puis tu entres, et soudain, il sourit. Il la regardait maintenant avec lucidité, les yeux sombres et fatigués. « Comment avez-vous fait » Ife parla doucement, d'une voix douce et ferme. « Je n'ai rien fait de magique, monsieur. J'ai juste écouté. J'ai été attentif. Je l'ai laissé faire. » Elle a hésité, puis a ajouté « Mon petit frère est aussi neurodiverge. Je comprends ce que l'on ressent quand le monde nous force au silence. » Shuka hocha lentement la tête, comme si le poids de cette déclaration avait brisé quelque chose en lui. Il se laissa aller en arrière, tapotant du doigt le bureau. « Je veux que tu continues à passer du temps avec lui, » dit-il finalement. « Quoi que tu fasses, ça marche. » Le cœur d'Ife palpita de soulagement et d'une autre chose qu'elle n'avait pas encore définie. Pour la première fois, le milliardaire froid la voyait comme plus qu'une simple servante. Il la voyait comme une personne. Et peut-être que quelque chose entre eux commençait à se dissiper. Les jours suivants passèrent comme des prières murmurées, calmes, fragiles et emplies d'une grâce inattendue. Ife reprit ses fonctions avec une douce résolution, visitant quotidiennement la chambre de Junior avec l'approbation de Shuka. Elle gardait leurs moments doux et discrets, le laissant guider le rythme. Ils ont développé un rythme. Elle plaçait une enceinte dans un coin, fredonnait au rythme des instruments, et il imitait ses mouvements. Aucune pression, aucune exigence, juste de la présence. Parfois, il s'asseyait en tailleur, les yeux fixés sur le même plafond. D'autres fois, elle lui tendait des crayons de couleur et il dessinait côte à côte. Il ne parlait jamais, mais il répondait, et je la remarquais, par de petits sourires, par l'inclinaison de sa tête lorsqu'elle entrait. Un après-midi, la pluie tambourinait doucement sur les fenêtres, et toute la maison semblait paisible et enveloppante. Ife avait apporté un tambour à main dont jouait son jeune frère, et elle commença à le tapoter doucement, formant des rythmes qui imitaient les battements d'un cœur. Junior écouta, puis posa sa main dessus et imita son rythme avec une précision surprenante. Elle rit. « Très bien, Junior. » Elle ne s'attendait pas à une réponse. Et puis c'est arrivé. Il a souri. Pas un tic ni un sourire narquois. Un sourire éclatant, chaleureux, à faire fondre le cœur. Les dents découvertes, les yeux plissés, les joues relevées. Ife se figea, la bouche légèrement entr'ouverte, son cœur battant la chamade, stupéfaite et incrédule. « Junior » murmura-t-elle. Il la regarda et sourit de nouveau, puis se mit à taper du tambour, plus vite cette fois, comme fier de la joie qu'il avait suscitée. Ife ne put s'en empêcher. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elles étaient de celles qui apaisent. À ce moment précis, Shuka entra dans la pièce. Il regardait l'écran depuis son bureau, ce qu'il faisait plus souvent ces derniers temps. Mais cette fois, il voulait le voir de ses propres yeux. Et ce qu'il vit le fit Jeannette. Son fils, le même garçon qui n'avait pas souri depuis des années, depuis la mort de Clara, rayonnait maintenant, frappant des mains au rythme d'un tambour, tandis qu'une servante pleurait de joie à ses côtés. Pendant un instant, Shuka ne put respirer. Quelque chose se fendit en lui. Quelque chose de vieux, enfoui sous le travail et le chagrin. Sa poitrine se serra, non pas de douleur, mais de la prise de conscience bouleversante que cette femme avait réussi à pénétrer dans le silence où vivait son fils et à l'attirer vers la lumière. Il ne l'interrompit pas. Il resta simplement là,
observant, s'autorisant à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Espoir. À la fin de la semaine, le manoir tout entier était en effervescence, chuchotement et spéculation. Les autres membres du personnel, qui avaient longtemps considéré Junior comme une cause perdue, entrevoyaient maintenant des lueurs de changement qu'ils ne pouvaient ignorer. Ils remarquèrent que son contact visuel s'était amélioré. Il se déplaçait plus librement, osant même cueillir des fruits dans la cuisine quand Ife était à proximité. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Une gouvernante affirma avoir vu le garçon fredonner. Une autre jura même avoir serré Ife dans ses bras une fois. Cette transformation devint le sujet de conversation tacite de la maison. Et avec l'attention naquit l'attention. Obéna, l'assistant toujours vigilant, n'aimait pas ce qu'il voyait. Il avait toujours soutenu que les aides devaient connaître leur place, et Ife, à ses yeux, avait dépassé les bornes. Un soir, il la prit à part près de la buanderie. « Tu as l'air d'apprécier ce nouveau rôle, » dit-il avec un sourire sec, les bras croisés. « Ne te mets pas trop à l'aise, Ifeoma. Oga laisse peut-être passer les choses, mais les hommes riches n'épousent pas les domestiques. Ils les utilisent, puis les rejettent. » Ife le regarda droit dans les yeux, refusant de se recroqueviller. « Je suis là pour Junior, pas pour ton approbation. Quoi que tu penses, garde-le pour toi. » Le visage d'Obéna se durcit. Il s'éloigna, mais ses soupçons s'approfondirent. Ce soir-là, Shuka invita Ife à s'asseoir avec lui dans le jardin. Ce n'était pas formel. Pas de costume, pas de distance, juste deux personnes partageant une soirée tranquille. Junior s'était couché tôt après une journée de danse et de peinture, et Shuka semblait plus détendue qu'elle ne l'avait jamais vu. « Tu lui plais, » dit-il doucement. « Il change. » Ife sourit modestement en repoussant un moustique de son bras. Il a toujours été cet enfant. Le monde ne parlait tout simplement pas sa langue. Shuka observa son visage. Si jeune, et pourtant, ses yeux exprimaient le calme de quelqu'un qui en avait trop vu et qui avait pourtant choisi la douceur. « Tu es différente », se dit-il plus à lui-même qu'à elle. Peu de gens ont pu entrer dans son monde comme toi. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent et s'attardèrent. Un silence passa entre eux. Ife détourna le regard, les joues rouges. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Obéna, accroupi derrière une haie, les observait. Le lendemain matin, il adressa un rapport au conseil d'administration de l'entreprise, laissant entendre subtilement que le jugement du PDG pourrait être compromis par des tensions émotionnelles avec le personnel de maison. Il ne nomma pas Ife directement, mais ce n'était pas nécessaire. Les dégâts avaient commencé. Le lien qui s'était tissé sous les étoiles était désormais menacé par l'envie, la politique et les murs invisibles qui s'élèvent toujours entre l'amour et le pouvoir. Lorsque Shuka suggéra à Ife d'emmener Junior faire une brève visite chez elle à Adjugunal, elle fut stupéfaite. « Tu me fais confiance pour l'emmener » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Avec un chauffeur, bien sûr. Et un service de sécurité à proximité. Mais oui, je te fais confiance. » Pour Shuka, ce n'était pas une décision anodine. C'était un acte de foi colossal. Mais après tout ce qu'il avait vu, il comprit qu'Ife ne se contentait pas de guérir son fils. Elle lui réapprenait à vivre. Alors, ce samedi-là, un SUV noir s'arrêta au cœur d'Adjugunal, et le quartier s'arrêta pour le contempler. Le chauffeur descendit, suivi d'Ife, vêtu d'une simple robe fleurie, et enfin Junior, coiffé d'une casquette et d'une chemise en coton doux, les doigts crispés sur un jouet en bois qu'Ife avait sculpté pour lui. Adjugunal était un monde à part. L'air sentait le maïs grillé et le sable mouillé. Les marchands ambulants criaient, les motos filaient à toute allure dans les ruelles et les enfants jouaient au football pieds nus dans la boue. Au début, le regard de Junior s'agitait nerveusement, submergé par le bruit et le mouvement. Mais soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Une petite fille à proximité se mit à taper des mains et à tourner en rond. Un rythme familier. Junior l'observa, puis commença à se balancer légèrement. Ife le conduisit dans la petite propriété où sa mère vendait des bananes plantains grillées. Mama Nwachukwu, une femme énergique aux hanches larges et aux rides profondes, se figea en voyant le garçon. « Non, le milliardaire Pkim et ce genre de choses, » murmura-t-elle. Ife hocha la tête et murmura. « S'il te plaît, maman, calme-toi. »
Mais Mama Nwachukwu n'avait aucune intention d'intimider le garçon. Elle s'agenouilla près de lui tendit un morceau de boli et chanta une berceuse à voix basse. Junior pencha la tête et la regarda. Puis, à la surprise générale, il éclata de rire. Pas un rire de bon cœur, mais un rire soudain, bref et léger, à la façon étrange dont elle bougeait la taille en chantant. Les mains d'Ifeu se portèrent à la bouche. Les voisins se rassemblèrent silencieusement près de la clôture, observant ce garçon, autrefois décrit comme possédé, ricaner devant les pitreries de Mama Nwachukwu. Shuka, observant tout de loin depuis la voiture, baissa la tête et s'essuya les yeux. Il ignorait comment ni quand cela était arrivé, mais Ifeu avait réussi l'impossible. Elle avait non seulement révélé le sourire de son fils, mais aussi établi un pont entre les demeures de Banana Island et le cœur d'Adjugunal. Et pour la première fois, Shuka se demanda ce qu'il ressentirait si ce n'était pas un arrangement temporaire, mais permanent. Banana Island était silencieuse cette nuit-là, ses demeures scintillantes illuminées comme des ornements sur un ciel bleu marine. La brise du soir soufflait à travers la cime des arbres, et la résidence Obioma, bien que vaste et luxueuse, vibrait d'une chaleur retrouvée. Junior s'était endormi tôt après avoir passé des heures à fredonner et à dessiner avec Ifeu. Shuka se retrouva alors sur le balcon du 2e étage qui surplombait le jardin au clair de lune. Il n'était pas seul. Ifeu se tenait là, pieds nus et silencieuse, son foulard dénoué autour de la tête, son pagne-pagne collé au corps par le vent. Elle se retourna en entendant ses pas, son regard croisant le sien avec un sourire non forcé. « Je n'arrivais pas à dormir », demanda-t-elle doucement. Shuka secoua la tête. « Je dors moins depuis la mort de Clara. Je crois que j'ai oublié comment. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste une honnêteté fatiguée. Ifeu ne l'interrompit pas. Au lieu de cela, elle s'écarta pour lui laisser de la place. Il la rejoignit, les mains posées sur une balustrade, un silence s'installant entre eux, non pas gêné, juste pensif. Shuka lui jeta un coup d'œil furtif. Son profil se détachant sur les étoiles lui rappelait quelque chose d'ancien, de résili. « Tu as changé cette maison, » dit-il à voix basse. « Plus que tu ne le penses. » Ifeu se tourna vers lui, surprise. « Ce n'est pas moi, monsieur. C'est Junior. » Il avait toujours eu cette étincelle. Le monde l'éteignait sans cesse. Ses mots flottaient dans l'air, à la fois doux et rusés. Shuka baissa les yeux vers la cour, où Junior s'était assis en silence pendant des heures, sa mère partie, son père injoignable. « J'essaie d'être tout ce que je peux depuis la mort de Clara, » murmura Shuka. Fort. Distant. Efficace. Je pensais qu'en me plongeant dans le travail, le chagrin ne me rattraperait pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Et il l'a compris aussi. Les yeux d'Ifeu se sont remplis d'une douce compréhension. Vous n'êtes pas obligé d'être tout, monsieur. Parfois, être présent suffit. Shuka se tourna alors complètement vers elle, la faible lumière dorée du couloir projetant des ombres sur son visage. « Arrêtez de m'appeler, monsieur, » dit-il avec un demi-sourire. « Juste. » Shuka. Ifeu rit légèrement. « J'essaierai, » dit-elle, même si cela lui parut étrange. Ce soir-là, ils parlèrent pendant plus d'1 heure. À propos de l'enfance, de la perte, de la musique et de la guérison. Aucune limite n'a été franchie. Aucune déclaration n'a été faite. Mais quelque chose s'est adouci entre eux. Quelque chose de réel et de vivant. Ce fut le début non seulement d'un partenariat, mais d'une romance discrète qui commençait à éclore au clair de lune. L'après-midi suivant était l'un de ces rares jours à Lagos où l'air était doux et la chaleur pardonnable. Junior avait pris l'habitude de se promener plus souvent dans le jardin, tirant souvent Ifeu par la main vers son hibiscus préféré. Il semblait adorer la façon dont les pétales dansaient dans la brise, comme si leur doux balancement reflétait sa propre langue. Ifeu avait apporté un tapis et de la craie, le laissant dessiner assis sur l'herbe tondue. De temps en temps, il levait les yeux et fredonnait au rythme des oiseaux, puis lui souriait, une gratitude silencieuse brillant dans ses yeux. C'est lors d'un de ces moments que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Junior, se tapotant lentement la poitrine avec un crayon, la regarda et murmura « Ifeu ». Son souffle s'arrêta. Son nom. Il avait prononcé son nom. Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu, mais il répéta, plus fermement cette fois.
Omo. Elle se couvrit la bouche de ses mains, les larmes coulant sur ses joues. Oui, elle pleurait. Oui, bébé, je suis là. Junior sourit et se remit à fredonner, comme satisfait de lui-même. À leur insu, Shuka les observait encore depuis le balcon, incapable de se détacher de leur routine grandissante. Mais cette fois, il descendit. Il marcha lentement vers le jardin, les mains dans les poches, et quand Ifeu se retourna, ses yeux étaient encore humides d'émerveillement. « Il a prononcé mon nom », dit-elle à bout de souffle, comme si elle n'y croyait toujours pas. Shuka hocha lentement la tête, puis s'agenouilla près de Junior, qui se concentrait désormais sur le dessin de lignes ondulées à la craie rouge. « Je n'ai pas entendu sa voix depuis 2 ans, » murmura Shuka. « Tu as fait ce que des experts expérimentés n'avaient pas pu faire. » Ifeu essuya doucement ses larmes et secoua la tête. « Il l'a fait. Je l'écoute, tout simplement. » Shuka se tourna vers elle, le regard intense. « Non, Ife. Tu lui as donné quelque chose que nous avons perdu à la mort de Clara, la paix. Tu as ramené la musique dans cette maison. Le rire. La vie. » Leurs regards se croisèrent et, cette fois, il ne détourna pas le regard. Il tendit lentement la main, hésitant, et effleura du pouce les larmes qui perlaient encore sur sa joue. « Merci, » murmura-t-il. C'était un contact si doux, si chargé d'émotion, qu'Ifeu sentit son cœur battre la chamade. Leurs mains restèrent l'une contre l'autre sur le tapis, leurs doigts se frôlant doucement, puis se serrant l'espace d'un bref instant. Junior leva les yeux et sourit. Dans le calme du jardin, entouré de pétales, de craies et de leurs premiers mots, Shuka et Ifeu ne parlèrent pas d'amour, mais ils le ressentirent tous deux. Celui qui n'est non pas de déclaration, mais d'une guérison partagée. Plus tard dans la soirée, après le dîner et le départ du personnel pour leur quartier, Shuka trouva Ifeu dans le bureau en train de ranger les jouets éducatifs récemment offerts à Junior. Elle les classait par texture et par son, certains doux, d'autres bruyants, chacun choisi avec une intention claire. « Viens avec moi, » dit Shuka. Elle se retourna, surprise, en s'essuyant les mains. « Non. » Il hocha la tête. « Je veux te montrer quelque chose. » Il la conduisit dans le couloir de l'aile ouest, un couloir qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant. Au bout se trouvait une grande porte à la poignée dorée, silencieuse et intacte. Shuka la déverrouilla et s'écarta pour la laisser entrer la première. La pièce était sombre, remplie de livres, d'objets et d'un portrait encadré de la cheminée. La femme qui s'y trouvait était magnifique, la peau bronzée, les yeux écarquillés, de longues tresses tombant sur ses épaules. Son expression était douce, sage, maternelle. Ifeu s'approcha, admirant la façon dont sa présence emplissait l'espace, même dans la mort. « Clara » dit Shuka derrière elle. « Ma femme. » La mère de Junior. Ifeu se tourna lentement, le regard respectueux. « Elle est belle. » Il hocha la tête, ravalant son émotion. Elle était tout. Une institutrice, presque tout le monde, toujours en train de chanter. Junior tenait d'elle son amour pour la musique. Ils s'assirent ensemble sur le canapé de velours et pour la première fois, Shuka raconta à Ifeu l'histoire que personne d'autre n'avait le droit d'entendre. Il parla du rire de Clara, de son obstination, de la façon dont elle introduisait en cachette du riz jollof dans son bureau quand il travaillait trop. Il raconta à Ifeu le jour de sa mort, les complications de l'accouchement que personne n'avait prévues, et comment il avait été trop occupé par un appel professionnel pour lui dire au revoir. Sa voix se brisa et ses yeux brillèrent. Ife resta muette. Elle tendit simplement la main et la prit. Non pas comme une servante, mais comme quelqu'un qui comprenait le deuil et qui n'essayait pas de le guérir, se contentant de l'accepter. « Je pensais ne plus jamais rien ressentir, » admit-il. « Pas avant toi. » Son souffle s'arrêta, mais elle ne parla pas. Il lui serra doucement la main. « Tu me fais penser à elle. Et pourtant, tu ne lui ressembles en rien. Tu as ta propre lumière. » Ifeu sourit, les larmes lui piquant les cils. « Merci, Shuka. » Elles restèrent assises là un long moment, baignées par la lumière des bougies et les souvenirs. Un portrait au-dessus d'eux, un lien naissant entre eux, et le début discret d'une nouvelle histoire, écrite non pas dans la richesse ou les promesses, mais dans la vulnérabilité. Le manoir avait changé. Il y avait plus de rire, plus de musique, plus de vie. Mais avec cela, des regards attentifs et critiques s'élevaient,
murmurant dans l'ombre et murmurant dans les coins. Ife s'était rapproché de Junior, mais sa connexion grandissante avec Shuka ne passait pas inaperçue auprès du reste du personnel. Tout commençait subtilement. Des silences étouffés lorsqu'elle entrait dans une pièce, des regards en coin, des blagues passives-agressives pendant la préparation des repas. Mais bientôt, les rumeurs devinrent cruelles. Certains affirmaient qu'elle utilisait Junior pour séduire Shuka. D'autres pensaient qu'elle était venue avec l'intention de piéger le veuf et de le contraindre au mariage. Obina, qui avait longtemps nourri sa confiance en Ife, saisit l'occasion pour semer la zizanie. « Cette fille devient trop audacieuse », dit-il à voix basse à tante Lisa dans le garde-manger. Dormant sous son toit, passant du temps avec le père et le fils comme si elle était déjà une maîtresse. Regardez, elle va bientôt commencer à redécorer la maison. Lisa, qui ne se laissait jamais aller à l'amertume, acquiesça d'un signe de tête. Ils commencèrent à transformer des moments d'innocence en scandale. Lorsqu'Ife apportait de la soupe dans le bureau de Shuka, c'était une séduction nocturne. Un échange de regards dans le couloir se transformait en flirt. La tension dans la maison était-elle un fruit trop mûr, prêt à éclater? Un matin, alors qu'Ife aidait Junior à dessiner au bord de la piscine, Shuka sortit, son ordinateur portable à la main. Il s'arrêta pour les observer, le regard doux, les lèvres étirées en un rare sourire. Ife leva les yeux et lui sourit en retour, et ce court instant, calme et magnifique, suffisit à tout bouleverser. Cet après-midi-là, Obina confronta Shuka à une pile de plaintes artificielles de la part du personnel. Les accusations selon lesquelles Ife outrepassait les limites ne respectait pas le règlement intérieur et devenait une source de distraction. L'expression de Shuka était indéchiffrable, mais quelque chose en lui s'éveilla. Puis vint le coup le plus dur. Après avoir entendu deux servantes bavarder cruellement sur Ife, Junior, déjà surexcité par le bruit et les critiques, poussa un cri. Un cri rauque et perçant qui résonna dans tout le manoir. Il s'agita, renversant ses crayons de couleur, les yeux écarquillés de panique. Ife se précipita vers lui, tentant de le calmer de sa voix, mais le mal était fait. Il se cacha, les larmes aux yeux, ses progrès s'effondrant en quelques minutes. Le personnel qui s'était moqué d'Ife observait maintenant, avec culpabilité et malaise, le garçon régresser sous leurs yeux. Plus tard, une fois le calme revenu et Junior endormi, Shuka se tenait dans le couloir, les poings serrés, le cœur lourd. Il commençait à comprendre que protéger son fils exigeait plus que le silence. Il fallait la vérité, et il n'était pas sûr d'en avoir suffisamment parlé au moment le plus important. Le lendemain matin, l'air était différent. Lourd, immobile, comme si quelque chose de sacré avait été perdu pendant la nuit. Ife se réveilla et trouva le manoir inhabituellement silencieux. Pas de musique douce dans la chambre de Junior. Pas de salutations désinvoltes des gardes. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger pour vérifier les préparatifs du petit déjeuner, Obina s'approcha d'elle, une enveloppe à la main. « Oga a dit que tu devrais prendre quelques jours de congé, » dit-il sans détour, sans exprimer aucune émotion. Il pense que Junior a besoin de repos. Seul, Ife fronça les sourcils. Mais Junior, il a besoin de routine. Il a besoin de familiarité. Obina croisa les bras. Il a besoin de moins de bruit. Tu es trop à l'aise ici, Ifeoma. Rentre chez toi. Calme-toi. On t'appelle. Quelque chose dans sa voix brûlait de victoire, et cela la glaça au plus profond d'elle-même. Elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête, prit l'enveloppe et retourna dans sa petite chambre. Mais intérieurement, son cœur se brisa. Elle rangea ses quelques vêtements en silence, plia lentement son peignoir et glissa le dessin de Junior, une photo d'eux se tenant la main, dans sa Bible. Junior ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas venue dans sa chambre ce jour-là. Il attendit près de la porte, tapotant le sol, puis sa joue, puis de nouveau, son rythme habituel lorsqu'il était anxieux. Quand la nounou entra, il hurla. Lorsqu'elle essaya de fredonner l'air d'Ife, il lui frappa la main. Il redevint muet, se balançant d'avant en arrière dans son coin rembourré, ses dessins abandonnés. Shuka resta enfermé dans son bureau, essayant de justifier sa décision. Il se disait qu'il protégeait Junior, que les rumeurs cesseraient, que tout rentrerait dans l'ordre. Mais le manoir était à nouveau froid. Silencieux. L'énergie même qu'il avait autrefois remplie, la chaleur d'Ife, son rire,
sa compréhension, avait disparu, et Junior le sentit. Cette nuit-là, Shuka regarda les images de sécurité de la dépression nerveuse de Junior près de la piscine. Il marqua une pause juste au moment où Junior hurlait et Kifeu essayait de le retenir. La douleur dans ses yeux reflétait la peur dans ceux de son fils. Il baissa la tête dans ses mains et, pour la première fois depuis des années, Shuka pleura non seulement pour Clara, mais aussi pour Ifeu, pour Junior, et pour l'amour qu'il avait repoussé au nom des apparences. Les jours passèrent. Puis une semaine plus tard, le manoir devint plus silencieux que jamais. Le personnel marchait sur des œufs. Même Obina n'affichait plus la même suffisance. Il ne s'attendait pas à ce que la régression de Junior soit aussi grave. Le garçon refusait de manger si la nourriture n'était pas disposée exactement comme Ifeu l'avait prévu. Des tranches de bananes alignées comme des pierres de guet, du riz jollof ne touchant jamais sa planète. Il refusait désormais de marcher pieds nus sur une bille, préférant se recroqueviller dans son lit en fredonnant de façon erratique. La musique ne le calmait pas. Le tambour qu'Ifeu lui avait donné était posé intact dans un coin. Chaque tentative de la nounou pour recréer leur routine se soldait par des larmes. Shuka observait, impuissant, en colère contre lui-même et honteux d'avoir laissé des murmures guider des décisions qui auraient dû venir de son cœur. Un matin, Shuka essaya de s'asseoir à côté de Junior, fredonnant une berceuse qu'il avait entendu chanter par Ifeu. Junior le regarda d'un air absent. Aucune réaction. Aucune reconnaissance. Le lien avait disparu. Le pont s'était effondré. Shuka se sentait impuissant, non pas en tant que PDG, ni en tant qu'homme, mais en tant que père. Incapable de dormir, Shuka entra un soir dans le salon et alluma la télévision. Mais au lieu de regarder les informations ou des films, il se retrouva à consulter les archives de sécurité de la maison. Il a fait apparaître les images du jardin. Le premier sourire de Junior, son premier mot, sa danse avec Ifeu. Puis il a passé les enregistrements du balcon, revoyant les nuits où il avait discuté avec elle sous les étoiles. La façon dont son rire adoucissait son silence. Il le frappa comme une vague déferlante. Elle avait apporté de la vie dans sa maison. Elle avait été lumière et ténèbres. Et il l'avait laissée partir sans combattre. Dans une vidéo, Junior traçait un dessin en fredonnant, tandis qu'Ifeu applaudissait en rythme pour l'encourager. Sa joie était indéniable. Shuka mit la vidéo sur pause, fixa longuement le cadre et murmura à la salle vide « J'ai fait une erreur ». Il prit son téléphone, fit défiler la liste jusqu'à son contact, un contact qu'il n'avait jamais utilisé personnellement auparavant, et passa la souris sur le bouton d'appel. Puis il raccrocha et se leva. Certaines choses, murmura-t-il à voix haute, doivent être dites en personne. Sur ce, il décida qu'il était temps de quitter Banana Island pour se rendre au seul endroit où il n'était pas retourné depuis le départ d'Ifeu, Ajagunal. Le trajet jusqu'à Ajagunal fut lent et sinueux, non pas à cause de la circulation à Lagos, pourtant omniprésente, mais parce que l'esprit de Shuka était plus lourd que l'air extérieur. Il était assis à l'arrière du SUV noir, pour une fois sans ordinateur portable ni téléphone à la main, seul le silence et le tourbillon de ses pensées. Le quartier passa des trottoirs immaculés et des clôtures blanchies à la chaux aux portails rouillés, aux cordes à linge et au bourdonnement familier de la vie qui résonnait dans les rues du continent. L'île Banana n'avait jamais semblé aussi lointaine. Le SUV s'arrêta devant un terrain poussiéreux derrière le restaurant Mamaron, et le conducteur sortit pour confirmer l'adresse. « C'est ici qu'elle habite, monsieur. » Shuka hesita. Le poids de ses paroles lui faisait mal à la poitrine. Il sortit en inspirant profondément. Des enfants couraient pieds nus devant lui. Une femme remuait du riz jollof dans une marmite ouverte. Tout le monde le regardait. Il était reconnaissable entre mille avec sa chemise finement taillée et ses chaussures cirées, un étranger à tous égards. Pourtant, il les dépassa et s'approcha de la porte où, lui avait-on dit, vivaient Ifeu et sa mère. Mama Nwachukwu ouvrit la porte avec un regard soupçonneux qui se transforma en inquiétude dès qu'elle le reconnut. Elle ne le salua pas. Au lieu de cela, elle s'écarta sans un mot, le laissant entrer dans l'étroit salon, tapissé de meubles défraîchis et imprégné d'une forte odeur de camphre et d'igname bouilli. Ifeu était assise sur un tabouret en bois et tressait les cheveux d'une jeune fille. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, ses mains se figèrent au milieu de sa tresse. Son expression ne trahissait pas le choc. Elle exprimait quelque chose de plus profond. Silence blessé.
Shuka ne l'avait jamais vu ainsi, même après son renvoi. « Je veux juste parler, » dit-il doucement. « Pas en tant que ton patron, en tant qu'homme qui a fait une erreur. » Elle se leva, les bras croisés. « Une erreur. » Sa voix était calme mais tranchante. « Tu m'as renvoyé comme si j'étais le problème. Après tout ça, après que Junior ait souri, ri, prononcé mon nom. Tu les crois, » acquiesça-t-il, la honte imprégnant chaque parcelle de sa fierté. « Je crois au bruit, pas à mon cœur. Et cela nous a coûté cher à tous les deux. » Mama Nwachukwu était assise tranquillement dans un coin, observant. Après un long silence, elle prit enfin la parole. « Elle n'a pas seulement aidé ton fils. Elle l'a guéri. Mais c'est peut-être toi qui es encore brisé, Oga. » Les yeux de Shuka s'embuèrent, mais il ne se défendit pas. Il se tourna simplement vers Ifeu. « J'attendrai dehors. Que tu me parles ou non, c'est à toi de voir. » Puis il partit, le bruit de ses chaussures sur le ciment craquelé se fondant dans le brouhaha d'Adjugunle. Le lendemain, le ciel était nuageux, avec des traînées de pluie qui recouvraient les portes de Banana Island. Mais à Adjugunle, le soleil perçait le brouillard comme un défi. Shuka ne revint pas immédiatement à lui. Il retourna dans sa chambre d'hôtel à Surulire et écrivit à la main pour la première fois depuis des années. Il coucha ses pensées sur la page avec de l'encre et des doigts tremblants. Pas une déclaration, pas une proposition, une lettre. Il racontait tout à Ifeu. Les dernières heures de Clara. Du poids du silence après sa disparition. Des nombreuses nuits où il se tenait derrière la porte de Junior, pleurant parce que son fils refusait de le regarder. Il a raconté comment Ifeu avait ramené la vie dans une maison peuplée de fantômes. Comment il avait laissé la peur et l'ego réduire au silence la seule femme qu'il avait vraiment vue. Une fois terminé, il appela son chauffeur et lui demanda d'aller chercher Junior à la maison. Habiller-le chaudement. Apporter son bloc à dessin. Le chauffeur s'exécuta, bien que confus. À leur arrivée à Adjugunle cet après-midi-là, Junior était inhabituellement calme, assis, son tambour jouait sous le bras. Ifeu lavait du linge dehors lorsque le SUV arriva. Son cœur faillit se serrer en voyant le visage de Junior à travers la vitre. Il était pâle et immobile, comme si la lumière s'était atténuée en lui. La porte s'ouvrit et il sortit, son regard scrutant la scène jusqu'à la croisée. Il ne courut pas, ne parla pas, marcha lentement vers elle. Puis, à la surprise générale, il murmura « Reviens, Ifeu ». Ses genoux cédèrent. Elle s'agenouilla et le prit dans ses bras, sanglotant doucement, le poids de tout ce qui l'entourait se dissolvant à cet instant. Shuka s'avança et lui tendit la lettre, puis retourna à la voiture. Mama Nwachukwu, s'essuyant les yeux avec le coin de son papier d'emballage, se pencha et dit « Ne laisse pas l'orgueil te voler la joie, ma fille. » Ifeu ouvrit la lettre, les mains tremblantes, et lut les mots comme s'il s'agissait de prières. À ce moment-là, sa colère avait disparu. Elle était simplement pleine de douleur, d'un pardon d'amour. Elle se leva, prit la main de Junior et se dirigea vers le SUV. « Dis à ton père, » dit-elle doucement, « je reviendrai, mais pas comme une bonne, mais comme quelqu'un qui appartient à la famille. » Le chauffeur sourit. Shuka, qui l'observait depuis l'intérieur de la voiture, laissa échapper un long soupir qu'il retenait depuis des semaines. Junior tapota son tambour, sourit et murmura « À la maison ». La nouvelle a fait le tour de la Seine-Lego comme un éclair à travers les nuages secs de l'Harmattan. Des photos de Shuka Obayama aux côtés d'une jeune femme noire au sourire radieux lors du lancement de la fondation Clara Obayama pour les enfants à besoins spécifiques ont commencé à circuler. L'événement, qui s'est tenu dans une salle élégante de l'Eki, n'était pas Tapax en Graveleuil, mais il était profond. Pas de tapis rouge, pas de célébrité, juste des témoignages, de la musique et de l'espoir. Ifeu est resté aux côtés de Shuka tout au long du discours, sa robe simple couleur crème, élégante et humble. Elle a prononcé un discours bref mais émouvant sur le fait de grandir avec une sœur neurodivergente, l'ignorance de la société et le pouvoir guérisseur de la musique, de la patience et de l'amour. Shuka ne parla pas immédiatement. Lorsqu'il le fit, ce n'était pas la rhétorique habituelle des milliardaires. Il raconta l'histoire du silence de son fils, de la mort de Clara, d'une fille d'Adjugunle qui avait osé danser dans le noir et, ce faisant, avait donné la parole à son fils. Cette fondation, dit-il,
ne repose pas seulement sur le nom de Clara. Elle repose sur le courage d'Ifeu. Dans cette pièce, il n'était ni milliardaire ni femme de ménage. C'étaient deux âmes debout dans la lumière. Les applaudissements furent tonitruants, mais la véritable récompense arriva plus tard, dans le jardin du manoir, sous un ciel de velours. Junior dormait à l'intérieur. Chuka versa du jus dans 2 verres et en tendit un à Ifeu, assise au bord de la fontaine, les jambes balançant comme celles d'un enfant. « Je pensais vraiment tout, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle. Puis elle ajouta, « J'ai peur, Chuka. » Il s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant. « Moi aussi. Mais peut-être qu'on peut avoir peur ensemble. » Elle le regarda sincèrement, et pour la première fois, il n'y avait aucune distance dans son regard. Ni classe sociale, ni passé, ni secret. Juste de la vulnérabilité. « Alors embrasse-moi, » murmura-t-elle. Et il le fit. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas précipité. C'était le genre de baiser qui ressemblait à une promesse, façonnée par la douleur, la rédemption et le miracle silencieux d'un garçon qui les avait réunis sans même parler. Alors que leurs lèvres s'entr'ouvraient et qu'ils se serraient dans les bras l'un de l'autre, le vent portait le murmure lointain d'une musique, l'air préféré de Junior résonnant faiblement dans le haut-parleur du couloir. Un signe, peut-être, que même en silence, l'amour parle le plus fort. C'était un vendredi soir calme lorsque Chuka demanda à Ifeu de s'habiller, sans lui donner plus de détails. Elle sortit de sa chambre vêtue d'une robe fluide vert émeraude qui moulait sa silhouette avec pudeur et dansait doucement au gré du vent. Ses cheveux courts et naturels étaient soigneusement coiffés et sa peau rayonnait sous les lumières chaudes du couloir. Chuka se tenait au pied de l'escalier, vêtu d'un higbata indigène gris anthracite, simple mais majestueux, et l'espace d'un instant, il la fixa simplement, comme s'il s'enivrait de sa présence. « Tu es à couper le souffle, » dit-il d'une voix basse et respectueuse. Ifeu sourit timidement, et on dirait que tu sors d'une campagne présidentielle. Ils échangèrent un rire qui persista jusqu'à ce qu'ils montent dans la voiture qui les attendait. Aucun garde du corps ne les suivait. Aucun assistant ne les accompagnait. Il ne s'agissait pas d'image publique ni de charité. Il s'agissait de guérir l'espace entre des cœurs autrefois protégés par le chagrin et les classes sociales. Leur destination était un restaurant isolé sur un toit de l'île Victoria, faiblement éclairé par des guirlandes lumineuses et accompagné d'un saxophoniste jouant des airs graves et saoulant fond sonore. Seules 2 tables étaient occupées, conférant à l'espace une atmosphère intime. On les conduisit à une table d'angle avec vue sur le lagon en contrebas, scintillant sous le clair de lune. Après avoir commandé, Chuka se laissa aller au fond de sa chaise et la regarda. « Ifeu, » commença-t-il lentement. « Tu n'as jamais pensé à quel point c'était improbable ? Toi et moi ?» Elle hocha la tête pensivement. « Tout le temps. Parfois, je me réveille et je me demande si j'ai tout rêvé. Que peut-être j'ouvrirai les yeux et que je serai de retour dans cette petite pièce adjugunale, priant pour un travail ou un miracle. » Il lui prit la main, ses doigts enlaçant les siens avec une douceur qui fit palpiter son cœur. « Tu as été un miracle, Ifeu. Pour moi. Pour Junior. Pour cette maison. » Elle ravala une boule d'émotion, clignant rapidement des yeux. « Toi aussi, » dit-elle. « Tu ne me voyais pas seulement comme une servante, mais comme une personne digne de confiance. Cela m'a sauvé aussi. » Après le dîner, ils se retrouvèrent ensemble sous les étoiles, la ville s'étendant à perte de vue. Le saxophoniste commença à jouer une mélodie familière que Junior fredonnait souvent. Sans demander son avis, Chuka l'entraîna dans un slow. Aucune musique ne retentit. Pas de paparazzi. Juste 2 âmes se balançant au rythme d'une chanson que seuls pouvaient vraiment comprendre. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, il lui prit la joue et dit « Je t'aime, Ifeoma ». Elle inspira, comme pour apaiser son cœur. « Je t'aime aussi, Chuka ». Et puis, sous les étoiles Lego, ils s'embrassèrent, non pas avec l'élan du premier amour, mais avec la certitude d'un amour mérité, d'un amour réel, d'un amour éternel. Le 7e anniversaire de Junior arriva sous le soleil matinal qui filtrait à travers les rideaux blancs et l'odeur du gâteau à la vanille qui cuisait dans la cuisine. Le manoir reprenait vie. Des ballons flottaient dans le salon, le personnel s'activait avec détermination et une musique joyeuse résonnait dans les couloirs. Cet anniversaire était différent.
Ce n'était pas seulement une célébration de l'âge. C'était une célébration de la renaissance, du progrès, de la famille. Junior avait gagné en audace ces dernières semaines. Il ne prononçait toujours pas de phrases complètes, mais il vocalisait davantage, souriait davantage et prenait même l'initiative de câlins, surtout avec Ifeu. Aujourd'hui, il portait un cafetan bleu clair, assorti à celui de Shuka, avec des notes de musique brodées à l'ourlet. À l'arrivée des invités, principalement des amis proches, des partenaires de la fondation et quelques proches de Clara, Shuka se frayait un chemin à travers la foule, Junior à ses côtés, le présentant fièrement comme son fils. Lorsque l'orchestre commença à jouer son air rythmique préféré, le garçon se redressa et se tapota les cuisses. Ifeu, vêtu d'une magnifique robe crème et or, s'approcha et lui tendit la main. « Danse avec moi » demanda-t-elle. Junior sourit et hocha la tête. Tandis qu'il dansait au centre de la salle, se balançant doucement au rythme de la musique, le silence se fit dans la salle. Tout le monde regardait, mais personne ne l'interrompait. Junior tournoyait légèrement sous sa main, riant en frappant des mains au rythme de la danse. Et puis, à la stupéfaction générale, Shuka les rejoignit. Il se plaça derrière Ifeu et posa sa main sur sa taille, soulevant légèrement Junior pour qu'ils puissent se balancer entre eux. Ensemble, ils dansèrent, pas parfaitement, pas de manière chorégraphiée, mais joyeusement. C'était un portrait de guérison, d'amour et de plénitude. Après la découpe du gâteau et le rassemblement des invités dans le jardin pour les photos, Shuka s'excusa un instant. Il revint avec une petite boîte rouge et se dirigea droit vers Ifeu, assise à côté de Junior. S'agenouillant doucement devant elle, il ouvrit la boîte pour révéler une bague de fiançailles en or en forme de couronne. Des halètements emplirent l'air. Ifeu porta les mains à sa poitrine, son souffle se bloquant. « Tu es entré chez moi comme quelqu'un dont on disait qu'il n'avait pas sa place », dit Shuka d'une voix forte mais tremblante. « Mais tu es rentré. Tu nous as rendus entiers. Veux-tu m'épouser » Les yeux d'Ifeu se trouvèrent embrumés de larmes tandis qu'elle hochait la tête, incapable de parler. « Oui » murmura-t-elle, et Junior applaudit en sautant de joie. Des acclamations fusèrent lorsque Shuka glissa la bague à son doigt et la serra dans ses bras. À cet instant, pas de cour, pas de titre, juste l'amour témoigné par la famille et scellé par la danse. Et au cœur de Banana Island, sous le soleil et parmi les sourires, Ifeoma Nwachukwu, autrefois femme de ménage, est devenue la femme qui a rendu son cœur à un milliardaire et a donné le monde à son fils.